Nicolas Offenstadt, bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter à nos spectateurs? Alors, moi je suis donc historien, j'ai travaillé d'abord sur le Moyen-Âge, longuement, sur la guerre de 14-18 ensuite, à la fois sur la guerre et la paix dans les deux périodes d'ailleurs. Et mon travail contemporain, c'est plutôt les mémoires allemandes, les mémoires de la République démocratique allemande. Et sans doute ce qui fait l'objet de notre interview, c'est de réfléchir aux usages de l'exploration urbaine, donc de l'urbex, pour l'historien et pour les sciences sociales. Alors justement, l'urbex, c'est quoi? Alors l'urbex, c'est un mouvement, d'abord, c'est-à-dire que c'est une activité qui concerne beaucoup de gens, de par le monde, et qui tient à visiter des lieux abandonnés, délaissés ou marginaux. Donc des lieux fermés que leurs propriétaires ont laissés en friche, ont laissés en ruine, ont complètement délaissés, et donc de les visiter de manière illégale ou allégale. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de tourisme directement, il s'agit d'une pratique, d'une activité, de se promener dans ces lieux qui sont oubliés ou abandonnés, et je dirais se promener de manière un petit peu approfondie. Ce n'est pas juste aller prendre une photo et repartir. L'urbex en tant que mouvement, c'est l'idée de la visite, en fait, de manière libre et personnelle. Et justement, cette dimension illégale ou allégale, est-ce qu'elle... Alors vous, en plus, vous êtes, quand je lis votre livre, vous pratiquez vous-même l'urbex, ce n'est pas simplement un objet de recherche. Est-ce qu'il y a aussi une dimension peut-être de réappropriation de la ville, des monuments, des bâtiments, des lieux, des espaces, des territoires? Alors d'abord, peut-être pour réfléchir à cette notion d'appropriation de l'espace urbain, il faut comprendre pourquoi les gens font de l'urbex, pourquoi les gens vont visiter des lieux abandonnés. Disons qu'il y a plusieurs motivations, les gens sont complexes et ils bricolent évidemment toujours leur monde à partir de plusieurs éléments. Il y a le goût de l'aventure, parce que l'urbex, c'est rentrer dans des lieux qui sont parfois très difficiles à pénétrer, qui sont scellés, qui sont fermés, qui peuvent être dangereux. Donc il y a un petit côté frisson de l'interdit, plaisir de l'aventure, et puis on ne sait pas dans quoi on rentre. Parce qu'on se dit qu'il y a là, par exemple, une grande usine ou un château, mais on ne sait pas toujours combien de bâtiments, combien de pièces, est-ce que tout est visitable. Donc il y a une dimension d'aventure, de surprise, d'étonnement dans l'urbex. Donc ça, c'est évidemment une première motivation, ce qui fait que des gens peuvent être motivés avant tout par cette quête de sensations fortes, par cette quête de mystère, par cette quête de découverte. Deuxième motivation importante qui suscite un grand intérêt quand on fait de l'urbex, c'est la photographie. Donc il y a quand même une tradition esthétique de photographier les ruines. Il y a eu la tradition de les peindre autrefois, maintenant de les photographier. Et donc beaucoup d'urbexeurs sont des gens qui sont des photographes, parfois d'excellents photographes, des gens qui ont du goût pour la photographie. Et donc c'est évidemment un élément très important qui motive à aller trouver des lieux intéressants pour faire de belles photos, pour faire des photos intéressantes, originales, ou en tous les cas qui touchent à la ruine. Troisième élément, on peut dire, de motivation de l'urbex, c'est la dimension patrimoniale. C'est-à-dire que ces lieux font partie de l'histoire, souvent de la commune, des environs, et donc du coup, vous avez des gens qui visitent les lieux parce qu'ils ont un intérêt pour l'histoire, pour le patrimoine, pour la conservation des vieux murs, et donc ils vont visiter, alors soit pour thématiser, soit pour en faire en quelque sorte une forme de mémoire photographique, ou de mémoire visuelle, ou de mémoire historienne ou géographique. Donc ça, c'est la dimension la plus intellectuelle de l'urbex, et parfois ce sont des gens même qui ont connu les lieux lorsqu'ils n'étaient pas abandonnés, qui sont désespérés de les voir tomber en ruine, qui ont une histoire personnelle. Les parents, les grands-parents ont travaillé dans les usines ou ont fréquenté les lieux en question. Et donc faire de l'urbex, c'est un peu redonner vie à un patrimoine local. Donc ça, c'est une dimension importante. Et d'ailleurs, il y a des urbexeurs qui n'ont rien à voir même avec les lieux, qui vont visiter, qui ensuite essayent de comprendre pourquoi ce lieu est abandonné, pourquoi ils y ont trouvé telle ou telle chose, et éventuellement, est-ce qu'on peut en reconstituer l'histoire, voire trouver des témoins qui ont connu les lieux. Donc il y a des urbexeurs qui sont, pour dire, relativement intellectuels, au sens où, au-delà de l'aventure et de la passion du jeu, de déjouer les services de sécurité qu'il peut y avoir, ou les alarmes, il y a le plaisir aussi de reconstituer un passé du lieu. Ça, c'est un élément important. Et il y a peut-être une quatrième motivation pour comprendre et vous répondre enfin, c'est la dimension parfois politique, c'est-à-dire d'occuper des lieux qui sont à l'abandon, qui sont parfois des espaces très agréables, très intéressants au départ, et d'en faire en quelque sorte une nouvelle activité, un peu libre, un peu déconnectée des contraintes urbaines, un peu parfois même
critique des contraintes urbaines, donc il y a une dimension un peu politique qui peut avoir une dimension un peu anarchiste, libertaire, autonome, ou simplement de contestation du capitalisme marchand en créant des espaces où on peut faire d'autres choses que consommer ce qu'on nous demande de consommer et de marcher dans des espaces qui ne sont pas trop canalisés. Donc il peut y avoir cette dimension un peu critique. Et donc du coup, oui, pour vous répondre, donc, on peut s'approprier cet espace différemment et créer quelque chose d'autre avec différentes possibilités. Il y a une forme un peu libertaire, ouverte, où chacun s'approprie l'espace comme il veut. L'urbex en fait partie. Et puis souvent, ce qui arrive, c'est que lorsque ces lieux sont investis par des artistes, par des gens qui veulent essayer de créer des relations ou des sociabilités un peu alternatives, ça devient aussi parfois très institutionnel. Et dans ce cas-là, ça se transforme en friche culturelle, qui est un mouvement qui est bien connu des géographes, c'est-à-dire des lieux qui étaient avant actifs, qui ont eu une phase de friche et qui deviennent ensuite des lieux plutôt à la mode généralement parce qu'ils sont valorisés par des artistes, par des activités très contemporaines, très modernes, et parfois même de manière transitoire, c'est-à-dire qui attendent un usage encore plus spéculatif, notamment la transformation en logement ou en activité durable. Donc il y a aussi cette appropriation qui peut glisser vers une appropriation beaucoup plus contrôlée, beaucoup plus canalisée, donc vers des friches culturelles, comme il y en a beaucoup à Paris, à Marseille et ailleurs, et qui en quelque sorte font de cette appropriation au départ parfois un peu critique, un peu libre, quelque chose finalement de beaucoup plus ordonné, et du coup cet aspect libre disparaît quand ça devient évidemment un lieu qui est organisé, qui est parfois contrôlé, parfois même avec des vigiles qui empêchent les gens qui voudraient librement rentrer de venir, et donc les activités deviennent très très normées, et donc la friche, la ruine, le lieu qui était urbexable devient en quelque sorte un lieu tout à fait ordinaire. Je ne sais pas comment vous définissez vous-même. Est-ce que vous êtes un historien urbexeur ou un urbexeur historien? À vous de me le dire. Est-ce que, justement, cette pratique des lieux abandonnés, elle peut être un outil méthodologique dans le portefeuille méthodologique des historiens? Oui, tout à fait. J'aime bien votre question de départ, historien urbexeur ou urbexeur historien. Je dirais fondamentalement historien urbexeur. C'est-à-dire que, bien sûr, j'aime l'aventure. Je ne vais pas être malhonnête. Et pour vous répondre un peu précisément, j'aime beaucoup toute la dimension d'aventure de l'urbex. Je trouve très excitant l'idée d'abord de trouver des lieux intéressants, de trouver la manière de rentrer, d'échapper éventuellement aux sécurités qu'il peut y avoir ou qui peuvent rester, de faire attention ensuite dans la circulation, de découvrir aussi des objets, des endroits que je n'avais pas prévus. Donc toute cette dimension, je l'assume totalement, j'ai beaucoup de plaisir à l'urbex et j'en assume tous les aspects pour ma part, donc l'aspect illégal, l'aspect risqué évidemment, l'aspect aventurier, tout ça sont des choses qui m'intéressent. Mais dans le fond, pour que les choses me plaisent vraiment, il faut qu'il y ait une dimension historienne, en tous les cas patrimoniale. C'est-à-dire que ma visite permette de réfléchir sur le passé, permette de réfléchir sur l'histoire d'un lieu, permette de réfléchir sur l'histoire de l'abandon. Et donc, pour vous répondre encore autrement, je crois que ça ne m'intéresserait pas ou alors très brièvement, de visiter un lieu ultra contemporain, qui peut être abandonné, mais qui peut être passionnant. Ça arrive que des chantiers par exemple, soient délaissés parce qu'il n'y a plus l'argent pour les financer, ça ne me passionne pas. Ça peut être amusant de se balader dans un immeuble qui n'a jamais été fini, ce que font certains urbexeurs. Ça peut être intéressant d'aller dans une maison qui a été abandonnée il y a 10 mois, mais ce n'est pas des choses qui m'intéressent, moi. Pourquoi ? Parce que, évidemment, la dimension patrimoniale risque d'être secondaire, l'intérêt historique assez faible, et donc, du coup, je suis vraiment un historien urbexeur. Ce qui m'intéresse, c'est de découvrir un patrimoine que je ne verrai pas autrement, qui est abandonné, qui peut-être n'aura pas beaucoup de traces après ma visite. Et du coup, dans mon urbex, dans ma circulation à travers les lieux, qui peuvent être des usines, qui peuvent être des maisons de la culture, qui peuvent être des casernes, qui peuvent être des asiles psychiatriques, des hippodromes, peu importe, mon plaisir ultime, c'est de découvrir des objets, des documents, des éléments architecturaux qui racontent une partie de l'histoire du lieu. Donc du coup, c'est pour ça que mon urbex est un peu particulier. Dans le fond, le plaisir ultime de cette activité, c'est quand je peux la relier à une réflexion sur le passé et découvrir des choses qu'on n'aurait pas autrement. Et d'une certaine manière, cet aboutissement, c'est qu'en vous promenant dans le lieu, vous trouvez des plans ou des indications sur ce qu'il a été autrefois. Il se trouve que j'étais hier dans le territoire de Belfort faire de l'urbex, justement, donc, parce qu'il y a un certain nombre d'usines abandonnées, il y a une partie industrielle. Et je suis tombé donc sur une usine de métallurgie qui était tout à fait intéressante parce qu'elle avait un siècle d'existence et elle était fermée, donc il y avait toute une histoire locale.
Et il se trouve qu'à un moment donné, dans ma pérégrination, j'ai trouvé une vue aérienne de l'usine qui me permettait finalement de me promener en ayant une vue d'ensemble de ce qu'elle avait été, puisque déjà un certain nombre des bâtiments avaient été rasés. Donc là, évidemment, la dimension patrimoniale s'enrichit, puisque vous comparez le présent et le passé en étant sur les lieux grâce à un document trouvé sur place. Donc vous voyez, toute cette dimension d'historien urbexeur, elle est centrale. Et donc du coup, je n'ai pas commencé par l'urbex pour ensuite finalement me dire tiens, c'est intéressant, je vais en faire de l'histoire. C'est parce que j'ai un goût très profond pour les lieux, pour l'histoire, du patrimoine, que l'urbex m'a intéressé. Alors, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais si je comprends bien, à la fois en vous écoutant et en lisant votre livre, j'aurais tendance à dire qu'il y a autant d'urbex que d'urbexeurs, enfin de pratiques de l'urbex que d'urbexeurs. Concrètement, vous, comment vous faites pour choisir un lieu, pour ensuite, vous parlez notamment dans votre livre, vous consacrez une partie aux communautés d'urbexeurs qui ne cessent de se développer aujourd'hui. Mais vous, Nicolas Offenstadt, comment vous faites ? Alors en fait, comme je vous le disais à l'instant, étant donné que j'ai une démarche historienne, ce qui va me guider, c'est évidemment le rapport entre le lieu et son passé. Donc j'ai deux types d'urbex en fait, pour être clair. Il y a l'urbex, je dirais, qui a un vrai programme de recherche. C'est-à-dire que je cherche à avoir des résultats, à comprendre des choses que je ne comprendrais pas autrement. Que ce soit sur l'histoire des lieux ou sur l'histoire de l'abandon. Ce qui a été le cas lorsque j'ai travaillé sur l'Allemagne de l'Est, donc l'ex-RDA, donc tout un pays qui a cessé d'exister comme tel en 1990 et qui a laissé beaucoup de ruines et de friches. Donc là, ma question a été, c'est pourquoi autant d'abandon, comment et qu'est-ce que l'historien peut faire dire à ces ruines ? Donc là, j'ai organisé mes visites urbex en fonction de mon questionnaire. Donc je suis allé chercher des lieux qui représentaient par exemple des endroits importants pour l'ex-RDA mais qui sont quand même abandonnés. Donc il y avait un contraste entre l'existence passée et les ruines présentes. Donc là, ça répondait à ma question, était déjà dans la visite, puisque par exemple, si des maisons de la culture qui étaient des phares de la RDA sont abandonnées, ça pose quand même des questions sur l'héritage patrimonial de ce pays, très différemment d'une petite maison de pêcheurs que vous iriez voir. Donc il y a le questionnaire de l'historien qui peut jouer. Alors ensuite, donc, il y a le questionnaire, et ensuite, deuxième élément pour vous répondre, il y a la méthodologie. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez une bonne question sur les lieux abandonnés. Et donc là, comme historien, là encore, et c'est ce que font un certain nombre d'urbexeurs, mais pas tous, je suis allé me documenter sur ce que je cherchais. C'est-à-dire, où étaient les maisons de la culture à l'époque, qu'elles sont devenues depuis, alors avec tout un ensemble de documentation, pour vous donner cet exemple-là, mais ça peut être à partir d'une ville aussi, de dire finalement quels étaient les pôles importants d'une ville, qu'est-ce qu'il en reste. Et donc, il y a tout un ensemble de matériaux que je vais mobiliser comme historien. Alors, il y a deux types de matériaux. Il y a les matériaux historiques, c'est-à-dire ceux qui racontent la ville ou ceux qui racontent l'institution, pour avoir un contexte, pour me dire qu'est-ce que je vais voir, à quoi je dois m'attendre sur le plan intellectuel. Et puis, il y a des matériaux plus pratiques, c'est-à-dire comment voir dans une ville ce qui vous intéresse. Alors là, j'utilise des choses différentes. Ça peut être depuis, quand vous les préparez depuis chez vous, c'est, disons, tous les documents d'époque qui indiquent des adresses ou des organisations spatiales. Donc j'utilise beaucoup les annuaires, par exemple. Si vous travaillez sur les années 80, je regarde les annuaires des années 80 de l'Allemagne de l'Est et je repère un peu quelles étaient les adresses principales, par exemple, des sites industriels ou des sites culturels, pour avoir une géographie mentale ou concrète de la ville telle qu'elle était à l'époque. Donc des annuaires, ensuite des plans de ville, pour voir comment les choses étaient structurées, comment moi je vais déambuler dans la ville, qui n'est plus celle des années 80, donc je compare des plans de ville, donc je repère, et puis évidemment, dernier élément très pratique, une fois que j'ai ma géographie virtuelle des années 80, à partir de l'annuaire, à partir des cartes, à partir des plans, à partir d'autres documents encore, je vérifie ce qu'il en reste sur Google Earth, qui permet de voir, quand même, sans être à 100%, si un site a été complètement détruit, s'il a été repris par un supermarché. Donc je confronte mon travail à Google Earth et du coup je prépare mon périple. Pour vous donner un exemple très concret, j'ai voulu travailler sur une ville textile qui était la grande ville de la dentelle en Allemagne de l'Est, qui s'appelle Plauen en Saxe. Donc cette ville, il y avait la dentelle, c'était pas très centralisé comme type de production, c'était souvent des anciennes petites usines qui étaient regroupées dans un ensemble, mais qui étaient dispersées dans la ville. C'était une industrie qui est peu centralisée. Donc du coup, j'ai fait une géographie virtuelle de toutes les usines de dentelle de la ville. À l'époque, j'ai repéré leurs adresses, j'ai vu aujourd'hui à travers Google Earth ce qui pouvait en rester, et parfois c'est très utile, et ensuite j'ai commencé mon périple. Donc vous voyez, ça peut être très construit. Voilà, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément qui peut être un peu moins systématique, c'est qu'à partir du moment maintenant où j'ai une longue expérience et assez multiple,
puisque j'ai vu sans doute j'ai dû faire 400 lieux à peu près en urbex, pour vous donner un élément. Maintenant, j'y vais de manière un peu plus, je dirais, au hasard des rencontres, parce que du coup, chaque élément me permet de comparer avec les précédents. À partir du moment où vous avez un corpus d'ensemble, chaque nouvelle urbex permet de répondre à des questions que vous aviez déjà formulées. Donc c'est un petit peu différent des moments où j'ai démarré. Et un des éléments qui joue aussi, puisque vous me demandez des choses très concrètes pour un historien, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de parler avec les gens. C'est-à-dire que ça m'arrivait assez souvent d'être invité pour des conférences, pour des débats dans toute la France, et ce qui est souvent agréable parce que vous discutez avec les gens des questions qui se posent, soit du point de vue de l'histoire, de l'enseignement, du patrimoine localement. Et très souvent, je leur demande, est-ce que vous connaissez des friches, est-ce qu'il y a des lieux etc. Et les gens, évidemment, vous disent des choses, ils vous donnent des lieux, et donc du coup, c'est intéressant parce que vous partez de la mémoire contemporaine. Donc si vous dites qu'il y a une friche, c'est parce qu'ils le savent, c'est parce qu'elle a sans doute dû les marquer, et du coup, à partir de là, très souvent, j'écoute ce que les gens me disent, et je vais ensuite voir ce qui me permet de faire un lien entre le témoignage contemporain et la friche. Ça, c'est aussi un des moyens les plus intéressants. Et pardon d'être long, mais c'est important. Du coup, vous voyez que je ne fonctionne pas comme certains urbexeurs qui vont chercher, eux, les lieux les plus notoires. Ils vont essayer de se renseigner parce qu'il y a des lieux très connus, il y a des asiles psychiatriques qui sont abandonnés, il y a des châteaux qui sont abandonnés, il y a des manoirs qui sont abandonnés que tout le monde connaît et que tout le monde va avoir fait. Donc quand on ne trouve pas l'adresse, on essaie de se renseigner avec l'urbexeur voisin, on échange parfois une adresse contre une autre. Ça, c'est pas ma pratique, parce que ça, c'est de l'urbex pur, c'est juste pour le plaisir de découvrir un lieu. Moi, c'est plutôt cet ancrage, vous voyez, soit dans des questionnements historiens préalables, soit dans mon corpus d'ensemble, soit très souvent dans le lien entre les habitants et la friche, et d'essayer de comprendre comment eux l'ont repéré, pourquoi ils m'en parlent et qu'est-ce qu'ils m'en disent. Donc ça m'arrive très souvent que ce soit ce bouche à oreille local, et non pas d'urbexeurs, c'est-à-dire d'habitants, d'anciens ouvriers, ou de syndicalistes, ou d'élus municipaux qui me mettent en quelque sorte, suscitent mon intérêt pour aller voir ce dont ils parlent. Donc c'est là où finalement on revient plutôt sur le chercheur urbexeur que sur l'urbexeur chercheur ou historien. Oui, tout à fait, moi je marche comme ça. Il y a des urbexeurs aussi qui, sans avoir rien à voir sur le plan professionnel avec la recherche, ni en sciences sociales, ni en géographie, ni en histoire, ont quand même un goût du patrimoine et de comprendre ce qu'ils font. Et vous en parlez d'ailleurs dans votre ouvrage avec certains exemples d'urbexeurs qui ont commencé vraiment l'art pour l'art et qui ensuite, au fur et à mesure de leur découverte, recherche, se sont justement découvert une fibre pour le patrimoine, la mémoire des lieux et des sociétés. Oui, tout à fait. Il y en a qui, d'ailleurs, sur leur site, vont récupérer des témoignages, parce qu'évidemment, à l'avantage d'Internet, il faudra y revenir, mais ça joue un rôle important dans l'urbex, dans la circulation des informations et des images, qui, finalement, récupèrent sur leur site, du coup, des témoignages de gens qui connaissent les lieux, ou des photographies anciennes, ou des archives, parfois. Donc, il y a tout un mouvement aussi dans l'urbex, qui est de se dire, ces lieux ont une histoire, et on voit parfois des échanges même, sur les forums, ou sur les réseaux sociaux, autour d'un lieu qu'un urbexeur a mis en valeur. Et ça devient tout de suite très passionnant. Alors, c'est pas forcément de manière professionnelle, c'est un peu d'histoire par le bas, d'histoire amateur. Ça peut avoir des qualités variables dans l'information qui est rassemblée. Ça peut être fait de manière plus ou moins critique ou un peu, un petit peu primitif parfois dans la manière dont les choses sont racontées. Mais il y a quand même ce goût chez beaucoup d'urbexeurs de ne pas laisser juste le lieu comme une forme d'esthétisme ou d'aventure, mais lui donner une épaisseur. Alors, certains le font avant, c'est-à-dire qu'ils se documentent, et pas mal le font aussi après pour rechercher ce qu'ils ont vu. Je voudrais revenir justement sur l'usage démultiplié des réseaux sociaux. Vous évoquiez au départ la dimension d'urbex, la dimension peut-être transgressive de l'urbex, un peu, vous disiez, un peu anard, un peu autonome. Justement avec la multiplication des réseaux sociaux, avec la course à la plus belle image, ou celle qui tape le plus dans l'œil, est-ce qu'on n'assiste pas finalement à une sorte d'industrialisation de l'urbex à des fins entre guillemets purement esthétiques? Oui, tout à fait, il y a ce risque-là, c'est-à-dire que c'est surtout un risque, à vrai dire, pour les lieux les plus connus. Parce que dès que vous commencez à faire un peu d'urbex sérieusement, c'est-à-dire sur le temps long, en essayant de construire un peu votre rapport à l'activité, c'est des choses qui s'effacent un peu. Mais il est vrai que si vous cherchez toujours les lieux les plus connus, comparez votre photo avec celle du voisin, ça devient évidemment une activité qui perd beaucoup des caractéristiques que j'ai données en introduction. Parce qu'il y a de moins en moins d'aventures quand des gens passent tout le temps, parce que du coup, vous rentrez très facilement.
Vous voyez que si vous êtes dans un lieu où il y a 50 urbexeurs par jour, il y a toutes les chances qu'il y ait une fenêtre qui finisse par rester ouverte, une porte qui reste ouverte, donc ça devient un moulin. C'est pas grave, hein, ça pose pas de problème, mais disons, il n'y a pas le goût. Là où vous évitez cet écueil que vous décrivez, c'est qu'à partir du moment où vous cherchez des lieux qui racontent quelque chose, qui ne sont pas forcément marquants d'apparence, évidemment, ça intéresse moins et du coup, c'est plus difficile à trouver si vous faites la recherche préalable. Et donc, on voit des kilomètres de questions sur les sites internet, sur Facebook, sur les différents réseaux sociaux. Les gens demandent où c'est. Et évidemment, l'idée de ne pas répondre pour que ça ne devienne pas trop, justement, une routine. Et je pense qu'il y a quand même, pour vous répondre, 2 types de lieux. Il y a ceux que les urbexeurs, véritablement, qui considèrent leur activité avec une certaine densité, vont visiter parce qu'ils s'intéressent à un thème, parce qu'ils s'intéressent à une région. Cela, évidemment, évite le risque de la routinisation parce que les sites ne sont pas beaucoup fréquentés, pas toujours faciles à trouver, parfois difficiles à pénétrer. Et que la manière dont ils en parlent après, de toute façon, vu qu'elle est inscrite dans une réflexion qui peut être encore une fois thématique, géographique ou savante, évidemment ne risque pas de tomber dans l'écueil que vous décrivez. Mais c'est vrai qu'il y a aussi tout un pan de l'urbex, qui est une forme d'activité quasiment d'aventure assez simple et qui ne va pas très loin de ce point de vue-là. Donc il y a vraiment peut-être deux registres qui sont en train de cohabiter, c'est-à-dire ceux qui sont des urbexeurs éprouvés, qui veulent faire quelque chose de leur passion, qui peut être encore une fois photographique, qui peut être historique, qui peut être patrimonial, qui peut être local, etc., ou tous ces aspects mélangés. Et puis ceux pour qui ça va devenir un jeu de quelques week-ends et être abandonné, et donc ceux-là vont plutôt chercher, évidemment, les lieux. Pour vous donner un exemple, dans un hôpital psychiatrique très connu, non loin de Paris, il y a une morgue qui est encore très visible avec les supports sur lesquels étaient mis les personnes décédées. Il y a encore l'ensemble des endroits où on mettait les cadavres, etc. C'est évidemment très spectaculaire. Donc là, tout le monde va chercher à aller voir cette morgue qui a été vue sur 50 fois. Donc là, évidemment, chaque photographie n'apporte pas grand-chose et c'est effectivement des choses tout à fait courues et tout à fait habituelles. Par contre, si vous allez chercher une petite usine abandonnée dans une région où il y a peu de gens qui font de l'urbex, vous avez toutes les chances de découvrir des choses intéressantes, de ne jamais croiser un autre urbexeur. Donc vous voyez, il y a un petit peu deux types de pratiques aussi qui se creusent avec le mouvement que vous décrivez. C'est-à-dire la routinisation un peu d'aventure d'un moment et puis l'urbexeur éprouvé. Et d'ailleurs, on voit les urbexeurs les plus éprouvés, c'est ça qui est amusant. Aujourd'hui, ceux qui ont des années de pratique, voire des dizaines d'années de pratique, qui évidemment prennent de haut tous les petits jeunes, entre guillemets, qui font s'amuser sans réfléchir à la pratique. Donc il y a déjà le discours de l'expérience de celui qui est un vrai urbexeur par rapport aux urbexeurs du dimanche, on dirait. Et pour terminer notre discussion, j'avais une question de nouveau sur vous, Nicolas Offenstadt. Est-ce que votre pratique de l'urbex, indépendamment des 2 ouvrages que vous avez consacrés à ce sujet-là, est-ce qu'elle a fait évoluer votre travail d'historien, ou votre approche de vos thématiques, ou votre méthodologie de travail, ou votre méthodologie, rédactionnelle, ou que sais-je encore ? Oui, ça fait évoluer beaucoup de choses. Je verrais trois éléments. Le premier élément, c'est d'abord, j'ai toujours eu un rapport très intense au lieu. Quel que soit le type d'histoire que j'ai pratiqué, j'ai bien aimé me rendre sur place, essayer de comprendre. Même pour aller très loin, j'ai même été voir les lieux d'une petite chapelle médiévale dont je savais qu'elle avait disparu depuis des siècles, mais j'avais envie de voir où elle était. Alors qu'aujourd'hui, c'était un immense chantier, il y avait des bulldozers partout, je le savais d'ailleurs, mais j'ai quand même un rapport au lieu très dense. Et l'urbex va encore le densifier plus, parce qu'évidemment, ça rend votre regard encore plus aigu sur le rapport entre le lieu et l'histoire. Donc ça, c'est le premier élément. L'autre élément qui a renforcé un peu certains aspects qui m'avaient déjà intéressé, c'est que je trouve que dans l'urbex, il y a une dimension qui est très passionnante à plusieurs égards. C'est que très souvent, le fait que vous visitiez des lieux abandonnés, donc qui encore une fois souvent prend du temps, vous vous promenez autour, vous sortez, vous prenez des photos, donc on ne fait pas de l'urbex en une demi-heure, ou alors vraiment dans une maison très, très limitée, mais c'est facilement des sessions qui durent plus d'1h30, parfois ça peut durer 5 heures plus, si vous êtes dans un site immense où il y a 40 bâtiments, des anciens ateliers ferroviaires, des usines, des camps militaires, vous pouvez passer des heures. Et donc parfois vous rencontrez les habitants et donc vous créez un lien avec eux, parfois en discutant, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde, parce qu'eux-mêmes s'intéressent au lieu. Et là aussi ça m'a fait beaucoup plus réfléchir sans doute de faire de l'urbex sur ce rapport entre le témoignage et le lieu, des choses qui m'ont toujours intéressé. Mais là, vous voyez quand même que le fait
même méthodologiquement, le fait d'être sur un lieu avec la personne, dans une situation particulière, ça crée une parole, et ça fait émerger parfois même une parole, qui peut-être vous n'auriez pas si vous demandiez à la personne de venir dans votre bureau et de témoigner ou de se rencontrer dans un café de manière plus formelle. Et donc je trouvais ça aussi, ça m'a fait un peu réfléchir sur le rapport des gens au lieu, ce qui est une question qui se pose dans l'histoire, pas seulement pour l'histoire contemporaine d'ailleurs. Hein. Comment les gens investissent un lieu, comment est-ce qu'ils investissent ce lieu lorsqu'il évolue, lorsqu'il est abandonné. Donc là aussi, ça m'a fait jaillir de nouvelles questions, si vous voulez. Et ça m'avait beaucoup marqué, notamment en Allemagne de l'Est, qui sont des régions assez souvent peu densément peuplées, où il y a eu beaucoup d'évolution démographique et de pertes démographiques en général. Donc les gens sont souvent les gens les plus âgés qui sont restés sur place, donc qui ont bien connu l'histoire des usines ou des institutions fermées. Et très souvent, ma présence, un peu donc appuyée, puisqu'encore une fois, je regarde d'abord le lieu, je prends des photos, je rentre, je sors, parfois je m'y attarde un petit peu, les faisais souvent me parler. Pourquoi vous êtes là ? Parfois de manière méfiante au départ, parfois simplement de la curiosité, parfois l'envie de parler de leur passé. Et donc du coup, ça déclenchait tout un ensemble de paroles, que j'ai recueillies d'ailleurs de ces Allemands de l'Est qui avaient connu la RDA, qui m'a paru très intéressant. Et encore une fois, l'urbex change un peu les choses parce que le fait de rentrer dedans, donc c'est un investissement particulier, c'est pas juste se promener ou c'est pas juste faire une visite guidée. Les gens voient bien que vous avez un rapport dense au lieu, puis parfois c'est des lieux qu'ils n'ont pas revus eux depuis longtemps ou qu'ils auraient peut-être envie de voir. Donc du coup, c'est un autre rapport aux choses, si vous voulez, l'urbex. C'est pas simplement la visite guidée, c'est pas simplement une photo prise de l'extérieur. Hein, c'est un investissement du lieu et les gens se rendent compte de cet investissement du lieu et ça les renvoie parfois eux-mêmes à leur rapport au lieu, à leur histoire, ou à s'intéresser pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse ou ce que s'intéresse pas. Donc vous voyez, ça peut déclencher peut-être des rapports un peu nouveaux, ou en tous les cas, des paroles qui me paraissent riches. Le troisième élément qui me paraît intéressant, et qui là évidemment est porteur de réflexion encore plus générale, c'est qu'il me semble qu'on écrit différemment les choses, du point de vue de l'historien, en tous les cas, de moi en particulier, quand vous avez fait de l'urbex, et quand vous avez en quelque sorte fait de l'histoire par l'urbex. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire de l'histoire par l'urbex ? Ça veut dire avoir pris des photos de lieux, d'éléments architecturaux, d'éléments artistiques. Ça peut être aussi avoir trouvé des archives à l'abandon que vous utilisez comme historien. Ça peut être encore une fois utiliser la parole des témoins qui vous ont été donnés sur place. En tous les cas, vous avez récolté comme historien, en faisant de l'urbex, tout un ensemble de matériaux pour écrire l'histoire. Encore une fois, qui peuvent être des photos, qui peuvent être des documents trouvés dans les urbex, qui peuvent être des archives même trouvées dans les urbex, qui peuvent être des éléments visuels, des affiches, des placards, des graffitis, tout ce qu'on peut imaginer dans un lieu abandonné, qui a pu ne pas l'être avant, évidemment. Et donc, tout cet ensemble de matériaux, je pense qu'on les traite différemment quand on les a récoltés ou quand on les a vus dans une situation d'urbex, avec une atmosphère particulière, avec un mélange parfois de peur, de silence, de tranquillité, parfois aussi de nostalgie, ça donne toujours un peu cette dimension-là, les ruines. Et donc tout ce rapport que vous avez, et puis cet aspect aussi très personnel, parce que ces archives que vous avez vues en urbex, quand vous voyez un carton d'archives, ça peut arriver que vous soyez le premier ou qu'il ait été peu utilisé, mais c'est un document d'une certaine manière qui a été vu par d'autres chercheurs, qui, il faut l'espérer, sera vu par d'autres chercheurs. Donc vous êtes dans une série. Et le rapport personnel aux archives, qu'a décrit Arlette Farge, c'est quelque chose de très important, hein, cette dimension matérielle du lieu, du rapport au papier. Mais quand vous êtes en urbex, que vous êtes tout seul, que ce sont des documents que parfois vous voyez le premier depuis qu'ils ont été abandonnés, ça crée là aussi un certain nombre de dimensions. Tout ça pour vous dire que tout ce rapport aux matériaux que vous récoltez, que vous voyez, que vous photographiez, ou qu'on peut même emporter en urbex, même si c'est contraire aux règles du mouvement, je pense que ça se ressent dans l'écriture. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas exactement de la même manière si on a été aux archives très calmement, très posément, ou si on a vu à la lampe torche un document qu'on a ensuite photographié avec parfois des bruits bizarres à côté, ou parfois ensuite une discussion avec quelqu'un qui avait vécu. Vous voyez, ça crée un rapport peut-être plus dense, peut-être plus émotionnel. Ensuite, il faut évidemment contrôler l'émotion, hein. L'historien n'est pas là pour se laisser aller à ses sentiments, à ses émotions quand il écrit, mais ça doit sans aucun doute influencer cette écriture. Et d'ailleurs, pour pousser plus loin encore votre question, le livre que j'ai écrit, le premier qui a utilisé l'urbex comme une méthodologie historique, donc qui est un livre de 2018 qui s'appelle « Le pays disparu sur les traces de la RDA », je crois que j'ai jamais eu autant de retours sur un livre que celui-là, de gens qui n'étaient pas des historiens. Parce que l'écriture les avait emmenés avec moi, et je pense que c'est l'écriture,
le fait, bien sûr qu'il y a le thème, il y a l'organisation, il y a plein d'éléments qui jouent dans la réception, je dirais, d'un livre au-delà de votre communauté savante qui, elle, est déterminée par des règles que l'on connaît. Mais j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils avaient été touchés, qu'ils avaient été emmenés, qu'ils l'avaient lu, et des gens que je sentais peut-être qu'ils n'avaient pas forcément un rapport habituel à l'histoire. Donc je pense que ça crée aussi, vous voyez, des relations entre l'écriture, le lieu et vos lecteurs, qui est peut-être différente, quand vous avez cette expérience de l'urbex. Encore une fois, à condition que ce soit une expérience épaisse. C'est-à-dire qu'encore une fois, on ne peut pas être, à mon avis, juste un exerceur du dimanche, le faire une fois, et en tirer ce que je viens de vous dire. Il faut avoir construit un rapport à l'objet urbex un peu long, multiple, pour que ça ait des effets sur l'écriture, mais moi je pense que ça en a eu indéniablement dans le sens indiqué.